escalade des tensions entre Israël et l'Iran. On fait le point avec François Tiskevitch et on va voir que ça va se répercuter évidemment sur les prix à la pompe. Dans cette station-service de la région parisienne, les prix sont encore bon marché. Mais cela ne devrait pas durer. Après l'offensive israélienne sur l'Iran, le cours du baril grimpait vendredi à un peu plus de 73 $, contre environ 69 $ la veille au soir. Une augmentation qui risque donc de se répercuter sur les prix à la pompe, comme nous l'explique Francis Pousse, président national des stations-service et énergie nouvelle chez Mobiliance. On achète le pétrole en dollars, donc plus l'euro est fort, moins ça nous coûte cher. Il s'est apprécié de 1 centime. Donc ce qu'on peut dire, c'est 4 $ de plus, ça fait 4 centimes. 1 centime d'euro de plus, ça fait moins 1 centime. Donc virtuellement, à vendredi soir, on était à plus 3 centimes potentiel de hausse. Après, ce qu'il va falloir voir et scruter, c'est ce qui va se passer sur les marchés pétroliers, voir comment va se prendre la tendance. Est-ce que à nouveau on va continuer à grimper ou est-ce qu'on va stagner? Mais pour Francis Pousse, la véritable crainte se porte autour du détroit d'Ormuz, l'un des points de passage les plus importants au monde pour le transport du pétrole, contrôlé par l'Iran. Dans ces cas-là, on peut contourner le détroit d'Ormuz, mais ce qui prend beaucoup plus de temps et ce qui rajoutera des frais de transport. On n'en est pas là aujourd'hui, mais c'est ce qui pourrait effectivement arriver. Et si l'Iran a plusieurs fois menacé de bloquer le détroit d'Ormuz, il n'a pour l'instant jamais mis à exécution ces menaces. Et on comprend Laetitia Guinan, parce qu'il se couperait de sa manne financière immédiate, le régime iranien. Oui, mais c'est vrai que dans ce dossier-là, le nucléaire et le pétrole et le nucléaire plutôt ont tous les deux une importance. Le pétrole a probablement une plus grande importance encore que le nucléaire. Là, c'est de l'anticipation, parce qu'en réalité, les Israéliens n'ont pas bombardé. Les cuves qu'ils ont bombardées, c'était pour la consommation interne à l'Iran. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui a été touché. D'ailleurs, ça, c'est le veto absolu, notamment des Américains. Et notamment, aujourd'hui, ce qui se discute entre Trump et la Chine et les Russes, c'est aussi une affaire de pétrole. Parce que le détroit d'Ormuz, c'est surtout le pétrole pour la Chine. Enfin, la Chine et l'Iran ont un accord de 30 ans. Et d'ailleurs, c'est cette pesée d'intérêt que la Chine, et quelle garantie la Chine va demander pour donner son soutien, son veto. Parce que Israël n'est pas pas si seul au monde. Encore une fois, il y a une grande partie des pays du Golfe qui sont très contents, même la Turquie, que l'Iran soit affaibli. La Syrie a ouvert son espace aérien. Mais la Syrie, c'est le modèle, même pour Israël. Il trouve qu'Al-Shara, c'est un gouvernant qui, justement, fait de la politique, est pragmatique, et il ne souhaite pas forcément la même chose à la tête de l'Iran, encore qu'il faudrait, pour rassurer les pays du Golfe, avoir aussi un monarque. C'est pour ça que le Shah est un... Mais le pétrole, évidemment, est une grande composante du jeu des nations autour de cette situation aujourd'hui. Emmanuel Radzavi, vous disiez tout à l'heure quelque chose avec Paul Amar à la pause pub, et je le dis pour nos auditeurs et téléspectateurs, vous disiez, en fait, les peuples israéliens et iraniens sont des cousins. Et ça, on l'a peut-être... J'aurais pu prendre Paul Amar dans mes bras parce que non, mais c'est très symbolique. Ce que je dis là, c'est qu'on entend sans arrêt des gens comme Jean-Luc Mélenchon en fait monter la jeunesse, si vous voulez, française contre Israël, contre les Juifs. La réalité, si vous voulez, c'est qu'au Moyen-Orient, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les Juifs et les Iraniens, on a une histoire commune de 2600 ans. À quelques années près. C'est très important. Moi, quand je vois aujourd'hui, en ce moment, je l'ai dit hier aussi sur un des plateaux de CNews, quand je vois aujourd'hui, en l'occurrence un confrère comme Paul Amar qui vient en fait sur un plateau à côté de moi, je trouve ça éminemment symbolique parce que nous portons une parole de paix dans ce que nous disons. Nous portons en fait la parole des gens qui veulent rétablir la stabilité en fait au Proche et au Moyen-Orient. Et je le dis vraiment de façon un peu désespérée. Je pense que c'est nous qu'il faut écouter en fait aujourd'hui parce que d'abord, parce qu'on sait d'où l'on vient de là-bas, déjà et d'une, parce que nous sommes l'exemple même de ceux, si vous voulez, qui connaissent bien leur histoire et qui veulent absolument que l'Iran et l'Israël retrouvent en fait les rapports pacifiés qu'ils ont toujours eus avant la République islamique d'Iran. Je terminerai d'un mot, si vous le permettez. Les Iraniens à l'intérieur en fait du pays qui sont actuellement bombardés disent sur les réseaux sociaux en persan exactement ce que je viens de dire. Ils disent à Israël, nous ne sommes pas en guerre contre vous. C'est Ali Khamenei, le guide suprême, qui est en guerre contre vous. C'est vraiment important en fait de l'entendre. C'était le sens aussi du message du Premier ministre israélien. Bien sûr. Il a eu un appel au peuple iranien, leur disant nous ne sommes pas en guerre contre vous, mais on lutte contre ce régime qui vous oppresse. Alors, Paul Amar, votre réponse ? Je suis très, très ému d'entendre ce que vous venez de dire. On a parlé souvent de vous avec des femmes iraniennes.
que je côtoie depuis des mois et des mois, parce qu'on m'a demandé de soutenir, à ma façon, comme journaliste d'ailleurs, leur cause, et j'ai animé plusieurs débats avec des femmes iraniennes, et j'ai découvert à cette occasion l'histoire du peuple iranien, magnifique, qui ressemble aussi, pardonnez-moi, mais à la mienne. Je suis né en Algérie, mais mes ancêtres étaient en Algérie il y a 2000 ans, et dans une cohabitation magnifique avec les Berbères, avec les Kabyles, jusqu'au moment où, au 7e siècle, les arabo-musulmans sont arrivés et ont islamisé, arabisé l'Algérie, comme ils ont islamisé, en enlevant le lion, en enlevant le soleil, en mettant des symboles islamiques à la place des symboles qui étaient ceux du peuple iranien. Et il y avait une magnifique cohabitation entre juifs, chrétiens à l'époque, musulmans et agnostiques. Et c'est ce qu'on voudrait retrouver. Bien sûr, donc je ne vous souhaite qu'une chose, c'est que ce régime des mollahs tombe avec, par la faute ou par la volonté d'Israël, peu importe, et que vous retrouviez un peu de cette liberté qui vous est si chère, parce que le peuple iranien que moi je connais maintenant un peu mieux, parce que je le côtoie, est magnifique, éclairé, tolérant, bienveillant. Voilà, c'est tout ce que dit. Pardon, juste peut-être la réponse d'Emmanuel. Merci, je suis particulièrement touché. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire en fait Paul Amar, parce qu'il y a des choses qui sont très importantes. Les gens qui ont pris le pouvoir. Vous parliez tout à l'heure dans votre édito de l'ayatollah Khomeini, qui était en exil en France en 1978, qui a été supporté par des philosophes d'extrême gauche comme Jean-Paul Sartre, qui a craché à la figure de nos familles qui ont été massacrées, qui ont été persécutées en fait par le régime islamiste. Je suis désolé pour ceux à qui ça plaira pas, mais je dis ce que je pense. Par Michel Foucault, qui a cautionné les exactions en fait de ce régime, en tout cas à son début. L'ayatollah Khomeini, il y a un rapport, vous l'avez dit tout à l'heure, sur les frères musulmans qui vient de sortir. Il faut que vos auditeurs l'entendent. L'ayatollah Khomeini, iranien chiite, il était membre d'une organisation qui s'appelait les Fedaïn et Islam. Les Fedaïn et Islam avaient pour chef Nawab Safavi. Nawab Safavi était le mentor de l'ayatollah Khomeini. Il avait prêté serment de fidélité aux frères musulmans égyptiens. Actuellement, au sein de l'école des gardiens de la Révolution, en fait, à Téhéran, on enseigne les textes des frères musulmans. Vous voyez ce qui menace la France. La convergence entre l'extrême gauche et l'islamisme. Et pardonnez-moi, Laurence, on se connaît. Je suis dans un moment peut-être d'émotion, vous m'en pardonnerez, mais je suis, je pense, comme Paul Amar, très touché par ce qui se passe là-bas, parce qu'évidemment, on a des proches. D'accord ? Cette convergence à laquelle on assiste, et les filles est coupable, entre l'extrême gauche et l'islamisme, elle a été pensée dans les années 20 en Iran. Elle a été pensée comme ça. C'est 60 ans plus tard, comme ça que Khomeini a pris le pouvoir. Il a utilisé, manipulé la cause palestinienne. Il s'est allié avec les gens d'extrême gauche qui ont fait la révolution à partir des universités en fait iraniennes. Il ne faut pas l'oublier. C'est ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui en France, à Sciences Po, à la Sorbonne. Alors je veux bien qu'on vienne me contredire là-dessus. J'ai les éléments pour parler. Vous le savez, vous me connaissez. Évidemment. Voilà. Et donc il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, aider à faire tomber en fait ce régime, c'est ramener la paix évidemment aux proches, au Moyen-Orient, mais c'est très probablement protéger aussi les démocraties européennes, à commencer par la démocratie française. C'est tellement, pardon. Joseph Massescaron. Et je vois juste au lit d'Emmanuel Radzavi, La face cachée des mollahs, où tout est dit, aux éditions du Cerf. Voilà. Très bon éditeur. Mais simplement, même si c'est redondant, je voudrais souligner que ce qui vient d'être dit n'est jamais dit sur un plateau. C'est-à-dire que les frères musulmans ont aidé, ont contribué à la révolution iranienne et à l'installation de l'ayatollah Khomeini. Ça, tous les historiens le savent, ce n'est jamais dit. Alors évidemment, les journalistes sont très contents parce que oui, alors il y a une opposition chiite, sunnite, mais c'est, pardonnez-moi, c'est bullshit parce qu'ils sont tous les deux ensemble sur le fait d'établir une théocratie dans le monde. Quand on dit qu'il faut faire le régime iranien, tout le monde semble d'accord. Mais il n'y a qu'un seul pays aujourd'hui qui est en situation de le faire avec sa bombe pénétrante, ce sont les États-Unis. Les Américains. Alors, qui sont en plein dans une politique isolationniste. Et donc, il faudra bien qu'un jour, effectivement, si on veut se débarrasser, mais rapidement de ce régime et de façon radicale, il n'y aura... Mais c'est ça la question. Mais ça n'arrivera pas la seule, parce qu'il n'y aura pas d'engagement américain. La seule s'il vous plaît, pas tous en même temps. Juste, en un mot, effectivement, je pense que la seule chose qui peut changer aujourd'hui, c'est effectivement un renversement du régime. J'aimerais rappeler quand même que l'ayatollah Khomeini et la révolution islamique, elle a eu lieu aussi avec le soutien des États-Unis en premier lieu. Et de la France. Et de la France. Mais nous l'avons hébergé. Ensuite de quoi elle a été maintenue, encore une fois, parce qu'il y a un effet drapeau avec la guerre Iran-Irak. Et une des grandes menaces aujourd'hui, et dont les Israéliens ont parfaitement conscience en Iran, c'est que malgré les oppositions largement prédominantes, il ne faut pas que ça se retourne contre un renversement avec un effet drapeau qui unisse
des entièrement Iraniens d'accord. derrière le... Paul Amar, juste une dernière réaction à ce qu'a dit Emmanuel Razavi. Après, j'aimerais qu'on écoute Jérôme Gage. D'un mot, pour avoir couvert le coup d'État en Roumanie, je pense qu'il faudrait que ce schéma se reproduise. Oh, oui, on avait cette Vous conversation en aviez parlé à absolument. l'antenne, Non, pas à l'antenne, justement. Allez-y. Pardonnez-moi. À l'époque, le KGB et la CIA étaient d'accord pour renverser le dictateur Ceausescu, mais c'était extrêmement compliqué. Alors c'est vrai qu'il y a eu un soulèvement populaire, mais en fait, on a parlé de révolution populaire, mais en fait, c'était un coup d'État fomenté par des anciens collaborateurs de Ceausescu qui en avaient marre du dictateur et qui ont tout fait pour le faire tomber. D'ailleurs, aussitôt arrêté, moi j'étais à Bucarest à ce moment-là, aussitôt arrêté, il a été exécuté avec sa femme. Il faudrait qu'en fait... Bien sûr. Et le prétendant, des hiérarques. et le prétendant roumain, pas là-bas. Le prétendant roumain a, à l'époque, joué un rôle. Ça peut arriver. Ça peut arriver. À l'intérieur du régime actuellement.